une façon de commencer. Donc, vous aurez, ça fait partie du langage, on parle de signal, de bruit, donc il faut arriver à distinguer ce qui est signal et du bruit. On parle aussi des théories du signal et des traitements du signal. Donc, ce sont des choses qu'il faut pouvoir distinguer. Alors, pour ma part, sur la base donc de synthèse que j'ai pu faire, je vous propose pour le signal 4 définitions. La première parle de représentation de l'information. L'information qui part d'une source à un destinataire. Donc, pour parler de communication, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un émetteur et un récepteur. Donc, c'est entre ces deux acteurs, bien ces deux éléments, ces deux points, que l'information va circuler. Et cette représentation de l'information qui circule, c'est qu'on décide par ici. On peut aussi donner la définition mathématique ou en parlant des grandeurs qu'on peut mesurer et qui dépendent d'un certain nombre de paramètres tels que le temps, l'espace, la température et l'éclairement. Donc, bien d'autres choses qui permettent donc de qualifier cette grandeur-là. Alors, en termes de représentation, vous avez parlé de la gestuelle. Aujourd'hui, vous pouvez, pour ceux qui sont initiés à cette gestuelle, communiquer tranquillement avec un sourd-muet. Il vous comprendra aisément. Sinon, il ne fera rien. Il y a ce que nous émettons aujourd'hui. Vous entendez ma voix, c'est un signal, c'est un cri pour les oiseaux, par exemple. Mais c'est cette voix que vous entendez là qui vous permet de percevoir le message que je vais passer. Ce n'est pas visible, mais on entend. Donc, tous ces éléments-là peuvent servir donc à échanger et à communiquer. Alors, on parle aussi des vecteurs, certains vecteurs d'information. Ça peut exister sous forme d'objets avec une forme particulière. Et puis, bon, c'est cette manifestation, comme je viens de le dire, moi je parle, c'est ma voix. Et ça permet pour celui qui me connaît, quand il est dehors, quand il entend ma voix, il dit oui, je suis sûr que c'est Kwame qui est là-bas. Donc, j'ai donné un signal à celui qui est dehors qui lui permet de me. Et ce signal-là, c'est le timbre vocal que j'ai fait, qui peut être différent, qui est généralement différent d'une personne. Donc, ça, c'est les définitions. Donc, vous avez quelques exemples de signaux et vous avez que j'ai donné ici, que vous pouvez donc parcourir. Vous en connaissez beaucoup. Ce n'est pas nouveau, c'est des notions auxquelles vous êtes plus ou moins familiers. On parle de signal électrique. Je pense que au lycée, on en a beaucoup parlé. Il y a les images. Et en parlant d'images, il y a, pour ce que vous avez appris ici depuis la première année, il y a les photographies aériennes. Et puis, vous avez les photos du photographe. Et puis, vous avez les vidéos. Quand vous partez à l'hôpital aussi, vous faites des enregistrements, les électrocardiogrammes, les encéphalogrammes, des choses comme ça, qui permettent aux médecins d'apprécier notre état de santé et de nous dire si nous sommes malades et de quel type de maladie. Il y a les signaux lumineux. On peut utiliser une torche pour la nuit indiquer sa présence quelque part. Comme aujourd'hui, quand vous allez pour les aéroports, vous avez un signal lumineux sur la piste depuis l'espace quand le pilote qui est aux commandes de son appareil voit et a été formé sur cette base-là. Il sait qu'est-ce qui est une piste et qu'est-ce qui est l'aire de stationnement et en fonction de ça, il choisit comment il doit atterrir. Et vous pouvez voir
quelquefois aussi, il y a quelqu'un sur l'aire de stationnement qui a deux torches en main et qui fait des signes. Et ce sont ces signes-là qui orientent le pilote sur le positionnement qu'il doit prendre. Donc, voilà quelques exemples de choses qu'on assimile à un signal. Et je disais tout à l'heure aussi que, en pensant aux images, j'ai dit que en termes de pratique, on va s'attarder sur les images parce que les images aussi, ce sont des signaux, hein? C'est des signaux à deux dimensions. Alors, ici, j'ai parlé de sources et de destinataires. Donc, c'est une illustration ici qui permet de ressortir quelques étapes, je dirais, les plus importantes de la consommation, par exemple, du son ici, qui est considéré comme un signal analogique en un signal électrique. Donc, moi, je vais émettre à travers peut-être un micro ou bien quelque chose. Et moi, quand j'émets, s'il n'y a pas de micro, l'air va servir de filtre, donc ma voix, qui va aller en s'évanouissant parce que jusqu'à une certaine distance, on peut m'entendre. Au-delà de cette distance, il dépend donc de la force de la voix de chacun des lignes, vous n'êtes plus entendu. C'est même plus. On peut arriver jusqu'à un certain niveau à distinguer votre thème et ce que vous dites. Et puis après, ça commence à devenir juste des sons qu'on entend, mais sans pouvoir distinguer, déchiffrer le message que vous passez. Donc, l'air, pour nous, quand on parle comme ça dans le vide, sert donc de moyens de propagation, de vecteur de transport de ce signal vocal. Alors, donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Alors, la deuxième notion qui est assez importante, j'aime bien ça, parce que j'y reviendrai dessus quand on parlera d'analyse en composante principale, et je vous dirai pourquoi, c'est le bruit. Alors, le bruit, généralement, quand on parle de bruit, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est tout ce qui est peut-être assourdissant. Mais en matière de signal, il y a ce qui peut être considéré comme un parasite, quelque chose pas perturbé. Donc, troubler, j'ai envie de dire, le signal que nous avons. Si quelqu'un vient dans cette salle pendant que je suis en train de parler, vous m'entendez, et qui commence à jouer de la musique, nous on va dire qu'il fait du bruit parce qu'il nous empêche d'écouter, d'échanger. Lui, il fait du bruit, mais lui, il est content parce qu'il est en train de jouer de la musique. L'année dernière, j'avais pris, je ne sais pas si pendant qu'on faisait le coup, j'ai pris un poste. J'ai dit entre celui qui gère le bar ou la boîte de nuit à la rue Princesse et le voisin qui est juste à côté qui dort, vous n'aurez pas la même appréciation ou la même perception de la musique. Ceux qui sont dans le bar, avec tout ce bruit assourdissant, ils sont saoulés, entre guillemets, par ce bruit qui est pour eux ce qu'ils attendaient. Donc, c'est agréable. Pendant que toi qui es à côté, qui peut-être cherche à y avoir des échanges en famille, qui cherche à dormir, ça va te perturber et donc tu ne peux rien faire. Donc, pour toi, c'est un bruit. Donc, quelquefois, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, le bruit peut être relatif. La relativité part du principe qu'il y a l'essentiel qu'on recherche qui peut être noyé par un autre paramètre, donc qui devient un élément étranger, donc un bruit. Donc, c'est une schématisation de ce bruit, tout ce qui va perturber votre signal, la qualité de votre signal peut être considéré comme. Donc, vous avez vu certainement avec ce. Quand vous allez, on va rentrer dans le vif du traitement des images, on dira qu'il y a là-bas aussi qui peut perturber donc la perception de la matérialisation des objets terrestres dans votre image. Même si vous avez une très haute résolution spatiale, j'espère qu'on se comprend. Signal poli. Pas une résolution spatiale, haute résolution spatiale.
une image à haute résolution spatiale. Résolution spatiale, ça fait partie des vérités. Je ne suis pas censé revenir sur tout ça après. Allez, les amis, parlons. Hein. Résolution spatiale. Une fois au moins, j'ai à la face de moi des gens à qui j'ai fait ce monde. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont jamais vu. Oui, voilà. Monsieur, je pense que le visuel, toute image qui a moins de. Non, non, il ne faut pas nous distraire. J'ai dit résolution, notion de résolution spatiale. Oui. Si c'est la vérité qu'un capteur de pouvoir détecter l'objet le plus petit. C'est donc la notion des pixels, par exemple. Donc, on parle de haute résolution spatiale lorsque on peut avoir, j'ai envie de dire, une perception des objets terrestres, peut-être même à la dimension des objets photographiés, par exemple. Voilà. Donc, vous avez une très haute résolution spatiale. Mais même malgré ça, il peut s'avérer qu'il peut arriver que vous ne voyez pas certaines choses qui, de par la dimension, devaient être géométriquement bien discernées dans votre image. Parce que soit un nuage ou autre chose est venu donc altérer cette partie donc de votre portion d'image. Pareil, vous enregistrez ma voix et puis pendant que vous enregistrez, il y a un phénomène que je dirais parasite qui vient donc s'associer à l'enregistrement que vous faites. Donc tout le vent qui en réalité n'est pas entendu va, en fonction de la sensibilité pardon, de vos appareils, va capter ces bruits de vent. Et lorsque vous serez en train de réécouter, vous entendrez plus de vent que le message que vous êtes censé enregistrer. Pour être concret, celui qui est derrière la porte, s'il est en train d'enregistrer ma voix, n'aura pas la même qualité de son que celui qui est dans la salle. Parce que le vent, s'il véhicule, va entraîner avec lui d'autres phénomènes, d'autres choses sur son passage. Je pense, ce qui me vient à l'esprit, les objets qui souffrent en passant, qui vont donc altérer la qualité de sorte que ces éléments qui altèrent là, c'est ceux-là qu'on appelle le bruit. Donc, il y a que ce bruit-là peut être calculé, sinon estimé. Alors, l'autre notion que vous aviez à chercher, c'est la théorie du système. Alors, on parle d'un ensemble de mathématiques et qui vont nous aider. Donc, on se sert d'écrire les signaux. Et les bruits, on dit les signaux, les bruits, mais les bruits peuvent aussi être une partie du signal. Parce qu'on arrive, ça c'est fort et on peut arriver à l'existence. Alors, avec le but de pouvoir extraire le maximum d'informations qui peut nous servir et faire en sorte que cette information ne soit pas perturbée, donc peut arriver dans le traitement du signal à isoler le but en fonction du signal effectivement. Quand on prend deux images, une image moins que. On dit quoi de ces deux images-là? C'est quoi elles ont quel genre de résolution? Je vais pas refaire le cours pour réviser. Parce que tu es en train de parler de l'image qui est floue, c'est une image bruitée qui n'est pas forcément liée à la résolution, ni spectrale, ni spatiale. C'est important parce que c'est des notions que vous allez toujours faire allusion. Et si vous n'arrivez pas à faire la distinction, on parle même quelquefois de résolution temporelle, tout ça. Donc, c'est vous qui devez être capable de faire la distinction.
Bon, plus loin, on reviendra sur la notion de résolution spatiale dans la fusion. Voilà. On ne peut pas, comme on dit, on ne peut pas mélanger serviette et puis ses pierres, même si ça s'assimile. De la même façon, en fonction des résolutions spatiales, il y a des pré-traitements à faire avant de passer à la fusion. Voilà. Donc, si tu ne connais pas ces notions, bon, moi, je peux te dire que je donne une image à radar et faire 30-50 mètres de résolution, puis je te dis, je donne une autre image à radar, une autre image optique de 40 mètres de résolution, oui, de 20 mètres de résolution. Je peux même ne pas donner, j'ai dit une image optique spectrale de 40 mètres de résolution. On le verra plus tard, mais j'anticipe un peu pour répondre à ta question. Que tu comprennes que si tu n'as pas maîtrisé cette notion, ça peut t'embêter. Et on dit que tu es un expert, tu dois les fusionner avec, par exemple, la méthode de fusion par analyse en. C'est toi. Généralement, les logiciels te diront, c'est-à-dire les logiciels dans lesquels on a intégré ces programmes de fusion te diront, rends ton image de haute résolution spatiale. Rends ton image de haute résolution spectrale. C'est une machine. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle haute résolution spatiale, mais son programme lui permet. Donc, c'est pas qui vous dit que c'est ton image radar d'une seule bande là, de 50 mètres là, qui est la haute résolution spatiale, lui pas. Mais à la fin, ton résultat, quand tu vas l'expliquer, on dira que, bon, on reviendra sur cette définition ou bien sur cet objectif. L'un des objectifs de la fusion, c'est d'améliorer à la fois la résolution spatiale et la résolution spectrale. Mais généralement, le terme en anglo-saxon ou en anglais qui est intégré dans le logiciel, c'est résolution merge, c'est-à-dire affiner la résolution. En réalité, c'est la résolution spatiale. Donc, chercher à ramener toutes les images à la résolution spatiale la plus élevée. Donc, comme toi, tu ne sais pas faire la différence. Tu vas mettre l'image multispectrale là où il y a haute résolution spatiale parce que toi, c'est ça. Mais même si tu le fais parce que, par exemple, moi, j'ai été confronté à ça d'ailleurs. Moi, j'avais une image monochrome de 50 mètres. Puis ma image multispectrale, c'était 30 mètres. Les images. Si tu les fusionnes comme ça, tu as suivi exactement ce que le logiciel a dit, puisque lui, il va considérer la mouvement comme l'image de haute résolution spatiale. Mais en réalité, pour tes connaissances, pour tes notions fondamentales de télédétection, une image de 50 mètres n'est pas de haute résolution spatiale. Donc, ça pose un problème. C'est-à-dire que le logiciel va te donner un résultat que la communauté scientifique ne va pas reconnaître. C'est à toi de tout ça. Donc, j'ai juste une parenthèse, c'est important de réviser ces cours parce que ce sont des notions qui vous emmènent à prendre des décisions. Si vous ne connaissez pas ça, vous ferez des choix et ça va vous créer. Alors, donc, voici la nuance entre théorie du signal et théorie de l'information. Vous avez les deux éléments. Je ne vais pas faire le jeu de relire les suites et lire cette définition. Je pense que ce n'est pas ça l'objectif du travail. Alors, l'autre notion, donc, c'est le signal, c'est le bruit. Alors, ça permet, j'ai parlé du signal et j'ai parlé du bruit. Et généralement, on calcule ce qu'on appelle le rapport signal-bruit, qui permet d'apprécier la qualité du signal que nous recevons. Donc, plusieurs formules sont là. J'aime bien utiliser ces formules. Et quelquefois, aux examens, j'ai donné un ou deux des paramètres. Et puis, vous êtes emmené à calculer pour trouver l'autre paramètre qui manque. Voilà. Le dernier exercice, l'un des derniers exercices, j'ai donné une série de puissances signal, puis
de 3 ou 4 signaux différents avec une valeur de bruit et vous devez calculer donc le rapport signal-bruit et à la fonction du résultat, vous devez dire classer les signaux en fonction de la valeur rapport signal. Donc tout ça, ça est là. Maintenant, alors, poseur. oui, monsieur. Oui. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, comme on sait que l'acoustique, le bruit, c'est généralement exprimé en décibels. Mais et le signal, c'est exprimé en quoi? Le signal, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Vous parlez de l'acoustique, donc vous avez parlé de décibels. Si vous êtes dans l'électricité, vous n'allez pas parler de décibels. Donc tout dépend du domaine dans lequel c'est l'unité qui convient. D'accord, parce que nous, par exemple, moi, je suis dans le domaine de l'environnement. Oui. C'est pourquoi il parle de décibels. Dans l'environnement, vous parlez de décibels parce que votre champ de recherche, c'est ça. Le son. C'est ça. Il me rappelle. Bon ami, il faut fermer ton micro. Adégra. Adégra. Merci. Oui, j'ai fermé. Voilà, merci. Tu n'as pas encore fermé, puis j'ai t'attends. Merci. Voilà, donc les unités seront en fonction du domaine dans lequel on utilise, et on pourra donc travailler sur ces choses. Donc vous avez toutes les formules que vous pouvez utiliser. Mais les choses ne vont pas forcément, on ne vous demandera pas d'inventer, puisque quand on va vous donner la puissance ou la tension de quelque chose, on vous dira dans quel domaine on se trouve, on vous donne l'unité. Ce qui peut arriver, c'est qu'on vous demandera, par exemple, de passer peut-être des décibels à d'autres unités. Voilà, ça peut être. Dans ce cas, c'est le signal électrique. Oui, là où il y a un signal. Donc, c'est quelques notions que j'ai pu partager avec vous, que vous puissiez savoir qu'on peut être amené donc, à calculer donc, ces éléments. Alors, notion de signal analogique et signal numérique. Bon, sans lire ce qui est là, je vous donne deux éléments. Avant, au CURAT ici, on n'avait pas un scanner. Un scanner. Donc, le scanner sert à passer à un signal, transformer un signal analogique en un signal numérique. Donc, ici, notre signal analogique, c'est le support papier. Donc, ce qu'on faisait avant qu'on ait le cours scanner, c'était la table à numériser qui, à un moment donné, pour ceux qui étaient un peu, qui sont arrivés plutôt ici, a servi même de tableau d'affichage. C'était une table très précieuse. Elle était la seule dans un coin du Master 1 là-bas, parce que toutes les machines étaient là-bas. Je crois qu'il y avait un poste pour ça, pour les salles de constitution, un poste pour le traitement des textes, et puis je crois Excel, et puis un poste qui servait à faire le traitement d'image avec PCR. Voilà, donc, vous venez vous déposer votre carte, vous faites ce qu'on appelle le calage, c'est-à-dire vous faites une compilation, de sorte que quand vous allez passer votre souris sur la carte qui est fixée sur la table à digitaliser, et à l'écran, vous voyez et c'est exactement le difficulté, c'est que si vous bougez, vous revenez que la table a bougé, tout est décalé sur votre écran. Vous reprenez à zéro. Donc, ça, c'est un premier moyen. Ensuite, vous avez maintenant, c'est plus facile, soit des appareils photo numériques qui permettent déjà de numériser donc, votre image. Vous êtes en train de faire une photo, elle sort au format numérique que vous pouvez partager. Ou bien, moi j'aime bien fatiguer les photographes. Quand ils viennent, ils disent, ils ont fait photo, ils veulent me demander, mais tu me fais une photo en support papier.
donc support analogique. Alors qu'aujourd'hui, le mot d'archivage est beaucoup plus numérique, c'est-à-dire que tu m'obliges à aller chercher un scanner pour transformer en fichier numérique, donc, ma propre photo. Donc, les Chinois ont trouvé la solution, ils ont intégré l'appareil photo dans notre téléphone. Donc, on fait des photos numériques et puis on passe à autre chose. Donc, voilà un peu la nuance entre la notion de signal analogique et signal numérique pour ce qui concerne notre domaine. C'est bon? En termes de page, l'analogie intervient dans l'acquisition ou la nature du résultat. L'analogie peut intervenir dans l'acquisition. Si avant, ici, il y avait deux approches. Quand vous allez à l'époque à l'IGN, l'Institut national géographique de CIGN, parce qu'on avait toujours les mêmes appellations des structures comme des appellations françaises. Voilà. Donc, ils avaient, je ne sais pas s'ils ont toujours ça, le CCT, le Bennett avait un avion. Il permettait de faire des prises de vue sous forme de papier aérien. Alors, quand peut-être que le professeur Georgina, je ne sais pas si elle en parlera lorsque elle fera son cours sur l'occupation du sol, quand on faisait le stage, elle devait faire l'état du couvert forestier de certaines forêts classées. Donc, à la demande de la Solefort, donc on mettait à sa disposition une série de photographies aériennes, lesquelles photographies aériennes sont scannées et puis on va interpréter. Quand on scanne, ça devient numérique, donc tu peux interpréter. Donc, tu es parti. Pendant la prise de vue, tu as fait des photos, tu as tiré, ça devient des supports analogiques. Ensuite, ici, dans le bureau se trouve maintenant, je crois, Dr. You. Il y avait une dame de l'IGT, on appelait Madame Azago. Les images étaient enregistrées sur des bandes. Il semble qu'elle était la seule qui savait lire les bandes. Voilà. Transcrire ces images à partir de ce support analogique en fichier numérique que tu peux traiter. Voilà. Donc, on est passé, c'est-à-dire, la téléprotection est passée par toutes ces étapes et aujourd'hui, on reçoit des données numériques. On a même l'impression que les autres n'ont jamais existé. Voilà. Maintenant, quand vous produisez, même si on parle en termes de sortie, vous faites du traitement numérique. Donc, vos résultats, avant de les imprimer, puisque c'est l'imprimé qui sert aux décideurs, mais vous avez d'abord une production numérique. Voilà. Donc, si vous allez toujours au Bénin qui fait la production de toutes les cartes topographiques de Côte d'Ivoire, ils ont le fichier numérique. Mais vous ne le donnerez pas. S'ils te donnent le fichier numérique, mais je t'ai vendu ma base de données. Voilà. Donc, quand tu t'en vas, tu dis que tu veux une carte. S'ils en ont déjà tiré, ils te donnent. Ils sont même capables de te tirer même la carte en blanc-noir pour te donner. Puisque si tu ne veux pas payer cher, que c'est par exemple le coupe des niveaux et que la légende te permet de reconnaître, tu scannes et puis tu commences à numériser tes. Voilà un peu ce que je fais. C'est bon? Donc, dans tout ce que j'ai dit et donné comme image, ressort la définition qui est résumée là, c'est-à-dire l'opération qui consiste à partir d'une représentation en mode analogique dans le et à publier un fichier qu'on peut modifier à souhait. Et cela a été rendu possible avec le développement de l'informatique. Chaque jour, en augmentant la puissance des machines,
Donc, j'aime bien raconter cette histoire-là, ce salé, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Avant de faire un modèle numérique de terrain, c'est pas comme maintenant vous allez sur le site des Américains, vous avez des modèles numériques avec des temps. Tu vas prendre ta carte topographique, tu vas numériser toutes les coupes de niveau, et puis tu mets dans, sous forme de fichier là, tu vas l'intégrer dans Active, il va les découper en coupes, et puis il va maintenant faire, comment on appelle ça, il fait un modèle sous forme de fichier de sortie. Donc, on va faire, donc c'est ça que j'appelle le pouvoir d'échantillonnage, et puis, donc, il va nous sortir ça, le modèle numérique. Mais quand tu mets dedans, en fonction de la puissance de ta machine, bon, moi, je cherche tout le monde. Si on a un fichier enregistré, ma machine que j'ai, ou ma machine qui est un Core i7, c'est le même fichier. Si tout le monde doit le copier, moi, au moment où je finirai, toi, ton fichier sera en forme d'interchange. Donc, en fonction donc de l'évolution de ces machines-là, on se donne beaucoup plus de choses. Moi, je me rappelle que l'une des machines qui était considérée comme les machines les plus puissantes au faire, c'est la machine dans les années 2000 et qui avait pour moi, je crois, 215 mégas. C'était l'une des machines les plus puissantes. 215 mégas. Bon, vous direz non. Mais on a fait des documents avec. On a fait des traitements de données avec. Et donc, il y avait moins que ça. Mais c'est ce que j'ai dit, le professeur Salé, l'exemple que je voulais prendre, c'est que quand il a fini donc, d'énumérer ses crises de niveau à partir donc, de sa table à digitaliser, il devait aller donc passer à l'étape de la création de son modèle numérique de terrain en faisant donc l'échantillonnage, il a choisi les parts, l'échantillonnage, tout ça. Puis il a mis dans le logiciel. Mais quand il a lancé, le fichier était tellement lourd, la machine s'est bloquée. Bon, comme on sait que ça prend du temps habituellement, donc on écrit toujours sur un papier pour faire lire un peu ce qu'on écrit, mais acte du travail, on dépose sur le clavier. Premier acte de la machine est bloquée, tout le monde dit ah, ça c'est ton fichier là, j'espère que demain ça. Le lendemain, on revient à du travail. On touche la souris. La machine était plantée parce que le fichier était trop lourd. Et le pas d'échantillonnage qu'il a demandé était tellement important que sa machine pouvait. Aujourd'hui, non, ce n'était pas la machine la plus puissante. Aujourd'hui, vous n'êtes plus à ce stade. Voilà. Vous parlez encore I3, Core i5, Core i7, Dual Core. Oui, les données deviennent de plus en plus lourdes, pardon. Et c'est la réalité. Parce que, en fonction des moyens dont nous disposons, nous créons les données qui vont avec. C'est parce que je suis capable de traiter, quand on fera le cours sur traitement des images complexes, vous allez voir avec JavaScript qu'il est possible. Les gens traitent des données de toute l'Afrique en un temps record. Juste parce que aujourd'hui, il y a des moteurs, Google Engine permet de traiter ça. Si tu devais aller collecter toutes les cartes de l'Afrique, qui couvrent l'Afrique de l'Ouest, par exemple, les compiler, faire des mosaïques, c'est des jours de travail. Moi, je me rappelle combien de temps on prenait à l'époque, on venait là pour analyser toutes les cartes. Je ne sais plus si aujourd'hui, ils continuent de travailler de la même façon ou bien ils utilisent des moyens modernes. Voilà. Mais c'est ça la réalité. Donc, l'évolution technologique nous donne l'impression que les choses sont simples. On peut faire comme on veut. Voilà.
Alors, l'autre notion dont on a parlé aussi, c'est que vous avez cherché, c'est le traitement du signal. Donc, j'ai dit que vous verrez généralement dans toutes ces définitions des mots-clés que j'essaie de suivre. Donc, pas les techniques, pas les disciplines dans l'autre. Ça peut être aussi des méthodes et des algorithmes, et c'est tout ça qui permet. Donc, tout ce qui permet de transformer, améliorer, transformer, analyser et d'interpréter les images. Tous ces outils-là qu'on met dans le traitement du signal, et traiter le signal par ça. Donc, vous avez la panoplie. Alors, la dernière notion qu'on avait à voir, c'était donc le modèle mathématique. Bon, je pense qu'on a tous fait un peu de physique quand même. On a toujours dit qu'on peut tout décrire à l'aide de fonctions mathématiques. Bon, il commence d'abord pour le plus simple par les fonctions mathématiques, puis après, on peut les rendre complexes, c'est une variable en fonction du temps, et donc on peut le présenter sans aucun problème. Et je crois que dans la suite, on va voir aussi les exploitations de ces fonctions mathématiques. Mais je rassure toujours les uns et les autres. Nous ne sommes pas en télécom, nous ne sommes pas en train de faire une formation en radiodiffusion. Notre matière première, ce sont les images. Donc, on ne va pas s'attarder sur ces choses, mais pour avoir, c'est un complément essentiel à notre sens parce que vous ne pouvez pas traiter les images qui sont considérées comme des signaux et puis ne pas avoir des notions en matière de traitement. Ce serait vraiment pour une fois de plus des gens considérés comme des experts et non des simples techniciens à qui on dit bon, pour ça aussi, l'année dernière, j'ai insisté sur ça en Master 1. Beaucoup se plaignent, disent on fait trop de théorie. J'ai dit oui, parce que vous avez besoin d'avoir un bagage. Les logiciels sont un moyen d'expression de votre savoir-faire. Donc, c'est quand on sait, vous savez faire quelque chose, qu'on vous donne un outil qui vous permet donc de traduire, d'exprimer votre savoir-faire. Mais on dit non, quand on vient la lettre, on s'assoit sur le logiciel et puis on commence à travailler. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas comment elle est structurée, tu ne sais pas comment on la modifie. À la limite, tu deviens un simple technicien à qui on va donner des instructions. Donc, on te dit, pour conduire la voiture, là, tu t'assois, tu attrapes bien la direction, tu t'arranges pour équilibrer, puis c'est fini. Le mécanicien, en plus de savoir conduire, il va au-delà. L'ingénieur peut même t'expliquer comment la voiture fonctionne. Alors que vous pouvez vous mettre dans la position du technicien. Et l'un des exemples sur lesquels que je vais donner sur ce point-là, c'était toujours au CCT, on a trouvé des aînés là-bas qui étaient des techniciens en appui aux ingénieurs et qui ne savaient que numériser. Voilà. Et on leur a appris une fois en passant comment on fait le géoréférencement d'une image. On dit, vous sélectionnez des points qui peuvent qu'on retrouve à la fois sur l'image de référence et sur l'image à corriger. Et vous devez avoir, comme on l'a dit au cours, une erreur résiduelle moins d'un demi-pixel. Donc, c'est ça qu'il a retenu. Et je vous ai raconté l'histoire que avec mon ami, on est arrivé. Et puis, quand il s'est rendu compte que l'erreur résiduelle était trop élevée, il a ouvert le fichier, c'est-à-dire la matrice des calculs qui donne les coordonnées en X et Y et qui calcule l'erreur résiduelle. Puis, il a modifié les chiffres, je crois, à 5 chiffres après la vécu.
Le monsieur dit qu'il va gâter le fichier. Elle a ri d'abord. Et puis c'est assis. Il lui a expliqué comment la machine calcule les erreurs et quel était l'avantage pour lui de pouvoir rentrer dans ce fichier pour déplacer au millimètre près son point de contrôle dont la sensibilité humaine ne peut pas faire. Parce que si tu prends ta souris que tu veux déplacer, il ne fera pas des millimètres de pas. Mais ça, il a fallu qu'il finisse l'opération et qu'à la fin, monsieur voit le résultat pour comprendre. Et parce qu'il y avait une différence entre lui. Lui a été formé et il sait ce qu'il y a derrière les opérations que le logiciel fait, mais l'autre a été formé à utiliser le logiciel. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cours théoriques. Et si vous regardez bien votre maquette, vous verrez qu'il y a toujours un pendant pratique qui vient, mais ça aussi, on a fait notre critique. Hein. Comme la maquette n'est pas affinée de façon à ce que moi, je sache ce que l'autre collègue fait partie des défauts aussi de l'université. Et on fait une maquette, il y a des intitulés, ça devient comme un sujet de conférence, et moi je vais chercher à le régler. Nous, en maîtrise 1, en licence, en master 1 et en master 2, nous, on a eu une chance différente. C'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelait le livret de la maîtrise d'hydrogéologie. Et le livret, dans le livret, il y avait le plan de chaque mot. De sorte qu'on savait quelle était la notion que vous devez voir en première année. Et si le même sujet doit revenir en deuxième année, quel est le plus que l'enseignant aura le plus. Je pense qu'on a discuté avec la direction, on est en train de chercher à faire ça dans la prochaine maquette qu'on est en train de faire. De façon à ce que, si moi je sais qu'il y a des notions que vous avez abordées, par exemple, je ne passerai pas mon temps quand on ira sur la spécialisation, en spécialisation sur, donnez-moi le titre, le cours de traitement numérique d'image, qui est en réalité le même que vous faites, vous avez fait votre processus de bas. Parce que c'est la même chaîne de traitement qu'on va vous décrire. Je n'ai pas passé mon temps à venir vous rabâcher de la théorie, mais je sais que vous avez cette théorie. Donc, je peux vous rappeler les notions et me concentrer sur la pratique. C'est un peu ça, c'est comme ça que votre maquette est conçue. Donc, on est obligé de faire ça pour donner. Alors, donc, je pense que sur ces éléments, je vous ai parlé des représentations. Donc, vous avez une représentation issue du signal en fonction des l'amplitude et alors, le dernier point est faire notre dernier objectif, si je ne me trompe pas, c'est la classification des signaux. Donc, dans tout domaine, on essaie de catégoriser les différents paramètres, les différents éléments que chacun puisse traiter assez facilement. Donc, vous avez plusieurs façons de classer. On peut classer les signaux parce qu'on est capable donc, de deviner leur comportement dans le temps. Donc, c'est comment ce signal là va se propager dans le temps. On parle des signaux, des caractères basés en fonction de cette capacité à définir leur comportement ou pas. Donc, signaux déterministes ou aléatoires. On peut aussi les caractériser en fonction de leur puissance, de la puissance énergétique. On peut aussi voir les caractériser parce qu'ils sont à leur continuité ou leur caractère discret. Bon, si on revient à notre langage, généralement, quand on parle de la discrétisation, vous avez déjà entendu, il n'y a pas loin de discrétisation. Donc, est-ce que c'est un signal continu? Est-ce que c'est un signal discret? C'est un peu échantillon. Et on peut aussi caractériser en fonction de son caractère, les classer en fonction de leur caractère spectral. Est-ce que c'est par exemple
bande large, signaux bande moyenne, c'est dans le domaine, par exemple, des radiodiffusions, on va vous parler des short wave, des médiums, des fréquences, haute fréquence, FM, modulation des fréquences. Donc, c'est comme ça que Alors, professeur, s'il vous plaît. oui. Voilà, avec les caractères des signaux, là, tout à l'heure, je vois un peu le caractère continu ou discret. Mais dans ce cas, où on mettrait, pour parler comme un profane, le caractère discontinu, les signaux discontinus? C'est les signaux discrets. Quand tu échantillonnes, tu auras des éléments discontinus. D'accord. Continu, l'opposé de continu, c'est discontinu. Et il est discret, l'échantillonnage. D'accord. Merci pour ça. On peut aussi les classer en fonction de la dimension. Et je suis revenu plus d'une fois dessus. Voilà les voleurs là. On t'envoie un message, si tu es pressé, tu tapes OK, il te coûte 100 francs par semaine. En Nigeria. Voilà, donc on a des signaux en une seule dimension, on a les images qui sont des signaux à 2 dimensions, on peut aller à 3 dimensions. Aujourd'hui, on a tendance à nous écrire avec 3D. Bon, donc, c'est tout ça qui permet de nous. Et puis, le dernier mouvement qu'on fait, c'est en fonction donc, de. On peut parler des signaux optiques, parler en fonction du phénomène qui traduit l'énergie, et donc ça, c'est déjà. Donc, il y a des schémas qui permettent donc de faire. Oui. Oui. C'est une dimension. La dimension, c'est quel élément qu'on essaie de mettre en tête? Si je prends, si tu veux un truc en 3 dimensions, tu auras la représentation en altitude, en longitude et puis voilà, en latitude. Donc, tu peux dessiner quelque chose qu'on voit, donc on voit les donc, on essaie d'aller, on donne l'exemple, le 4D, les rayonnements électromagnétiques. Donc, il n'en est pas. C'est des choses que. Donc, avec le numérique aujourd'hui, donc, il y a des schémas qui permettent donc de résumer les différentes représentations. Donc, vous pouvez, c'est un partie d'un signal, vous pouvez avoir d'un côté tout ce qui est de l'autre côté tout ce qui est aléatoire, et après que le dit. Donc, c'est des schémas que vous pouvez voir si vous avez des questions. Okay. Alors, pour ce qui concerne donc, la classification logique, on a 4 types. Et les classifications se font en fonction de la variation de l'amplitude et du temps. Donc, en fonction des paramètres que on va laisser à quelqu'un parlait de, quand on parle de discret, voilà une façon discrète. Les parties du signal continuent à gauche, on a discrétisé, et quand on dit discrétiser, on a la quantité, c'est comme si vous avez des points. C'est-à-dire les valeurs des différents points que vous avez découpés, ça que vous avez, et si vous voulez retrouver le signal continu, vous n'aurez qu'à relier ces différents points. Si vous prenez, faire un rapprochement, en fait, dans le cours du processus de cas, vous pouvez tracer le signal à partir donc de la valeur, des différentes valeurs que vous avez dans les différents pixels. Donc, de cette image, vous pouvez donner un profil. Parce que vous allez donc placer les différentes coordonnées de l'image
avec la valeur à partir de pixel, vous placez la valeur du pixel sur un axe dans un diagramme XY. Ça peut être histogramme comme un graphique simple. La première chose que vous avez, c'est la valeur du pixel et ses coordonnées en XY. Mais quand vous aurez fini de placer les points, si vous faites une horizontale qui traverse donc toute votre image, d'accord? Quand vous aurez fini donc de placer les points des différents, la valeur des pixels traversés par votre total, vous allez avoir des points, mais en reliant ces points, vous obtenez soit une courbe comme ou bien un histogramme avec tout ce qui est. Mais c'est d'abord des points que vous placez. Vous avez, avec la machine, vous avez réussi à distinguer et donc à rendre et le numérique vous donne des valeurs de ça. Bon. Alors, sur le plan énergétique, il y a deux thèmes qu'on utilise. On peut dire que le signal peut avoir une énergie finie, une énergie à puissance moyenne. Et donc, ça, c'est les deux éléments que vous voir. Et puis, au niveau spectral, je pense que je vous en ai donné, je vous en ai parlé en faisant un rapprochement avec les notions de fréquences radio. Donc, on peut les placer en fonction de l'amplitude, de la puissance, etc. Et on va même jusqu'à déterminer les largeurs des bandes. La formule est là. Si vous avez, pour un signal donné, la valeur minimale et la valeur maximale, ça vous permet de calculer la variation de ce signal et en fonction de la moyenne que vous obtenez, alors si la bande elle est étroite ou elle est large. J'ai donné quelques limites qui permettent d'apprécier ces différentes bandes. Et dans la suite, vous avez quelques exemples de bandes spectrales et les valeurs à partir desquelles vous considérez que vous avez une bande soit étroite ou bien un signal de basse fréquence. Si vous êtes en 150 kHz, vous êtes avec des signaux de basse fréquence. Lorsque vous êtes des 3 GHz, vous êtes en super élément. La même chose aussi pour les signaux lumineux. Donc, vous avez des bandes spectrales, Voilà. Et je pense que si on a vu ça, on a vu l'essentiel de ces éléments. Oui, professeur. Oui, ça va. Non, on a presque fini. Il ne faut pas le distraire. Voilà, donc j'avais déjà donné cette série de cours. J'ai dit que ça, j'y ai mis un peu plus de temps parce que c'est la première séance. Et comme vous le dites, vous n'avez pas eu le temps de regarder. Maintenant, vous savez où vous se trouvez. Alors, j'ai commencé à faire un exercice hier. C'était celui de vider tout le fichier de ce que je pourrais appeler le superflu. C'est-à-dire, là, quand j'ai commencé, je vous ai dit, de ce que j'ai essayé, par moment, j'ai eu l'impression, et j'ai dit, je vais organiser les diapos autour des 3 objectifs d'apprentissage. Puisque vous avez ça, et donc, pendant le cours, ce sont ces choses-là que je vais prendre la séance. Et puis, après, on va passer aux essais. Donc, à la prochaine séance, je ne sais pas, je n'ai pas encore reçu l'emploi du temps. On fera, on prendra 1 heure échanger sur ces choses. Et puis, les 2 autres heures, on va prendre pour le cours de leçon de fusion. Et puis, préparer nos outils. Donc, si on veut gagner du temps et se concentrer sur l'essentiel, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, les machines qui peuvent supporter,
à installer QGIS. Je suppose que si vous avez fait le web Vincent, à ce moment, vous avez déjà ça. Et puis, des préférences en vie. Voilà. Donc, pour cette prochaine séance, le premier exercice pratique sera tous d'explorer les outils de fusion qu'on peut trouver dedans, dans ces logiciels. Puis, dans la mesure du possible, trouver aussi des images à partir desquelles on peut faire des tests. Généralement, je laisse chacun utiliser ses propres images. C'est plus facile. À mon sens, hein, ça vous permet déjà de penser à. C'est bon. Et sans qu'il ait dit, et si je vous dois encore 20 minutes, je vous ai envie de continuer. Monsieur Nasser,